Monsieur le ministre, bonjour et merci. Merci de nous accueillir ici à Bercy, dans vos locaux et sous votre haut patronage. C'est un signe fort au-delà du symbole. C'est aussi un message de reconnaissance du CNPA. On dit, ou plutôt on entend dire, les services de l'automobile, et donc la filière aval que nous représentons, n'ont qu'un strapontin au comité stratégique de la filière automobile. Votre invitation démontre votre volonté que ce soit un siège entier participant directement à ce comité stratégique que vous présidez. Permettez-moi quelques chiffres, Monsieur le ministre, vous les connaissez bien sûr. Le CNPA, c'est 100 000 entreprises. C'est 400 000 emplois qualifiés et non délocalisables dans nos régions, nos départements, nos cantons et nos communes. Le CNPA, c'est 21 métiers complémentaires, 140 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est 40 milliards d'euros de valeur ajoutée. Le CNPA, c'est 4 000 contrats de professionnalisation jeunes, c'est 27 000 apprentis en 2017 et déjà 10 000 postes sauvés entre 2012 et 2015 grâce à l'opération Compétences Emploi. À travers ces États généraux, nous affirmions que le CNPA, c'est le tiers-État de l'automobile. Mais nous, grand mouvement d'entrepreneurs responsables, nous ne voulons pas faire de révolution, contrairement à d'autres syndicats professionnels. En revanche, nous voulons du vrai changement. Et en premier lieu, nous voulons toute notre place dans les futures discussions et contributions du comité stratégique. Nous voulons une vraie collaboration renforcée avec l'État et les collectivités territoriales pour l'élaboration de politiques publiques efficaces et la conception de projets importants. Nous voulons vraiment une simplification de grande ampleur dans tous les domaines administratifs, fiscaux et sociaux. Certains d'entre nous sont exaspérés par l'acharnement administratif que nous subissons alors que nous sommes là pour participer, avec vous, au redressement des entreprises et donc de la France. En 2014, le CNPA, nos 21 métiers, agents, concessionnaires, recycleurs, carrossiers, formateurs de conducteurs, contrôleurs techniques, spécialistes en après-vente, artisans et tous les autres services, tous, nous avons participé et contribué activement au pacte de responsabilité. C'était en 2014. Notre projet, notre volonté, après cette journée, c'est d'avoir un véritable pacte de mobilité. Oui, la mobilité est déterminante pour l'insertion économique et sociale. 14% de la population, 8 millions de Français, sont au-dessous du seuil de pauvreté. Qu'attendons-nous pour promouvoir et développer ensemble la pièce de réemploi? Qu'attendons-nous pour promouvoir la filière de recyclage? Qu'attendons-nous pour promouvoir un offre sociale dans la profession? Des propositions à l'issue de cette grande journée CNPA, nous en avons beaucoup. Mais nos adhérents ici présents attendent aussi des réponses claires. Ce matin, ils s'interrogeaient. Comment embaucher plutôt que licencier? Comment réinvestir plutôt que fermer? Comment encourager plutôt que de décourager? Comment alléger plutôt qu'alourdir? Comment permettre plutôt qu'interdire? Et comment redonner confiance plutôt que de la défiance? Ce soir, ils répondent. Voilà nos projets, notre volonté, nos propositions. Oui, oui pour un grand pacte de mobilité. Monsieur le ministre, nous sommes entrepreneurs, volontaires et décidés.
Nous ne tendons pas la main, mais nous voulons que les carcans se libèrent. Alors, comme vous le proposiez il y a quelques jours, j'étais avec vous, avec la CDCF, abattons les cloisons. Vous le demandiez de vous-même. Oui, nous voulons travailler avec vous pour redresser la France à travers nos entreprises. Notre courage et nos énergies sont là. Prenez-les et donnez-nous confiance. Merci, Monsieur le Ministre. Bonjour à toutes et tous. Merci, Monsieur le Président, pour ces quelques mots, ce discours. Et je suis très heureux de vous accueillir ici parce que c'est votre maison, j'ai coutume de le dire, mais quand on est un acteur économique, quand on prend des risques, quand on emploie, quand on investit, il est normal que cet ensemble qu'on appelle Bercy soit ouvert. Donc, vous avez ici votre place et il n'y a pas à me remercier. Alors, vous l'évoquiez, pour reprendre cet élan dont notre économie a besoin d'entendre secteur, il faut abattre des cloisons. C'est ce que vous avez entrepris de faire. C'est ce que, et vous l'évoquiez, dans toute la filière automobile, j'ai souhaité qu'on puisse faire. Et vous aviez raison, compte tenu même de l'importance économique de ce que vous représentez et ce qui est ici dans cette salle, que vous n'avez ni un strapontin ni un demi-siège, mais bien votre place entière dans le comité de filière du secteur. Lever donc des cloisons, et la première, c'est celle qui sépare les différents acteurs de l'automobile, de l'amont à l'aval, parce que c'est un secteur important pour notre économie et qui suppose que chacune et chacun ait son mot à dire et ses intérêts qui soient portés. Et ce qui pourrait laisser penser qu'il y a en quelque sorte ceux qui seraient en situation ou en droit de s'exprimer et ceux qui seraient relégués au second rang se trompent. Ils se trompent parce que la cohérence d'une filière, elle repose dans la capacité qu'ont l'ensemble des acteurs de celle-ci à travailler ensemble. Et je vais vous donner le fond de ma pensée. Si la filière automobile a pâti durant ces dernières décennies de quelque chose, c'est d'un manque de cohérence à cet égard. On a une force formidable qui est évidente pour nos concitoyens, nos deux grands constructeurs. Mais est-ce qu'on est fort quand nos deux grands constructeurs décident année après année de produire moins de véhicules en France? Quand ils décident de moins travailler avec justement l'ensemble de l'écosystème. Quand nos sous-traitants de rang 1, lorsqu'ils deviennent champions, le sont parce qu'ils travaillent de plus en plus à l'international. Et que, en quelque sorte, lorsqu'il s'agit de l'aval, des services qui sont attachés à la voiture, là aussi, ils considèrent que travailler avec les acteurs français n'est pas une priorité. Non. Et donc, ce délitement, cet affaiblissement, c'est celui qui s'est joué entre le début, le milieu des années 2000 et aujourd'hui. Un manque de cohérence qui nous a fait d'ailleurs de manière très simple tomber d'un peu plus de 3,5 millions de véhicules produits en France à 1,6 million ou 1,7 million aujourd'hui. C'est ça le problème. Et vous vous réveillez un beau matin, et parce que la filière n'a pas travaillé ensemble, eh bien, quelque chose a été perdu. Et donc oui, travailler avec l'ensemble des métiers de l'automobile, des services attachés, de l'amont à l'aval, c'est aujourd'hui une nécessité parce que c'est notre responsabilité pour agir en cohérence, pour que cette industrie soit plus forte à chacun de ses maillons, pour qu'on accroisse les synergies entre ces différents niveaux et aussi pour qu'on consolide le tissu productif et l'emploi dans notre pays. C'est ça, avoir une stratégie industrielle. Et cela passe par les filières. Et donc, si la filière automobile ne prend pas en compte les métiers que vous représentez aujourd'hui, elle manque quelque chose et elle continuera cette espèce d'évaporation que nous avons connue durant la dernière décennie. Je vous rassure, vous n'avez pas l'exclusivité de ce genre de traumatisme. Si je me tourne 2 secondes vers les métiers de l'énergie, il en a été de même. Donc, la valeur ajoutée qui est la vôtre, elle est fondamentale. Votre chiffre d'affaires est équivalent à celui des constructeurs, beaucoup de gens l'ignorent, et c'est l'illustration de cette place primordiale et surtout de la cohérence du chaînon que constitue précisément l'ensemble des métiers de l'automobile. Notre capacité collective
à vendre des voitures de meilleure qualité, au meilleur coût, avec le meilleur service après-vente, de créer l'écosystème de l'automobile le plus efficace et le plus sûr possible. C'est précisément l'objectif de cette filière et son véritable enjeu. Et pour ne citer qu'un exemple, cet enjeu, c'est de définir une politique automobile pleinement cohérente, cette stratégie globale qui, depuis les achats de matières premières jusqu'à la vente, à l'utilisation, au recyclage du produit, permet d'être les plus efficaces possibles, ce que vous appelez la gestion du parc, celle des 38 millions de véhicules en circulation en France, à comparer aux 1,6 million produits l'année dernière que j'évoquais il y a un instant. Donc on voit tout l'enjeu économique ici représenté. Et si nous voulons gagner en compétitivité, si nous voulons gagner en innovation, nous devons prendre en compte l'ensemble de cette chaîne de valeur, l'ensemble des services qui sont attachés, parce que c'est aussi comme ça qu'on remettra de l'emploi sur le territoire. Et l'emploi comme l'investissement dans le secteur de l'automobile, ça n'est pas que celui du constructeur final, vous le savez bien. Et c'est donc important que dans toutes ces composantes, cette filière soit prise en compte. Alors vos professions sont intégrées au contrat de filière automobile, validé au CESF Automobile de décembre dernier, sous le regard attentif de votre président. Et sur chacune des composantes, je veux ici redire l'importance que j'attache à votre engagement. Et en particulier sur la formation, comme sur la mobilité de demain par exemple, j'attends vos contributions. Parce que sur ces contrats de filière que nous passons, c'est d'abord créer de la cohérence, celle que je viens d'évoquer, entre les différents métiers, entre différentes parts de cette chaîne de la valeur ajoutée. C'est de mettre l'investissement, d'aider l'investissement au bon endroit. Mais c'est aussi de prévoir ensemble la formation aux métiers d'aujourd'hui et de demain. C'est un rôle essentiel que les filières ont. Ce ne sont pas les pouvoirs publics qui, parfois enfermés dans leur tour d'ivoire, peuvent savoir pour vous quelles sont les formations les plus intelligentes, les plus adaptées. Mais notre responsabilité collective, c'est d'être sûr qu'aujourd'hui, les métiers qui sont les vôtres ont les formations qui correspondent et permettent aux jeunes de rentrer dans ces différentes qualifications, mais que nous soyons en capacité d'accompagner la montée en gamme et la transformation de vos métiers. Parce qu'on le sait bien, il y a beaucoup de métiers de service dans l'automobile qui n'existent pas aujourd'hui et qui existeront demain à travers l'innovation. Le véhicule autonome que nous sommes en train de développer, comme le véhicule électrique, vont conduire à la création de nouvelles formes de services à la personne, comme à l'accompagnement énergétique. Comment les préparer ? Comment préparer les qualifications de ces nouveaux métiers que nous voyons poindre ? Trop souvent, nous nous sommes en quelque sorte bandés les yeux quand les changements arrivaient. Parce que nous voulions préserver les emplois existants, les métiers que nous connaissions, les nôtres. Je crois qu'aujourd'hui, notre responsabilité dans une économie du changement rapide et de l'innovation, si nous voulons gagner cette bataille, alors nous devons préparer les qualifications aux métiers de demain. Et qui, mieux que les professionnels du secteur, peuvent le faire. Et donc, j'attends véritablement sur ce sujet, aussi bien sur la qualification des métiers que sur l'organisation qu'on peut avoir, vos propositions, parce qu'on formera tout au long de la vie dans l'industrie de demain. Ça devrait déjà être le cas aujourd'hui, c'est insuffisamment le cas. C'est l'une des explications d'ailleurs de notre chômage endémique. Mais on doit de mieux en mieux former à cette transformation et c'est vous qui devez nous aider pour ce faire. Vous faites déjà beaucoup au travers du dispositif Compétences Emploi qui a permis de sauvegarder près de 10 000 emplois. Et votre filière s'est de plus engagée pour l'embauche de 27 000 apprentis d'ici 2017. Je veux vraiment insister là-dessus. Les apprentis, c'est notre responsabilité collective, mais c'est vous qui saurez les trouver et les former. Nous n'avons pas été bons sur ce sujet, il faut dire les choses. On a des dispositifs publics trop compliqués, emmêlés. Je vais tout faire pour les simplifier dans les prochains mois avec mes collègues. Mais il faut revaloriser ces filières. Parce que mieux vaut un jeune qui va en apprentissage qu'un jeune qui va dans une filière académique sans débouché. Et c'est encore trop souvent le cas dans notre pays. Problème d'organisation du côté public, problème du côté des professionnels qui considèrent que c'est encore trop cher pour eux ou que c'est du temps perdu, qui n'ont pas assez la culture de l'apprentissage. Et puis problème culturel dans les familles qui préfèrent toujours qu'un jeune fasse un métier de service, fasse une formation académique, qu'il ne passe par l'apprentissage, ce qui est une erreur. Donc il faut revaloriser ces métiers en éclairant précisément les débouchés qu'ils offrent. Et c'est la raison pour laquelle certaines mesures que nous avons prises profitent à la fois aux constructeurs et à vous.
déjà dans le contrat de filière, mais je veux qu'on puisse aller beaucoup plus loin. Alors, cette transition, elle va se faire à travers, elle est accompagnée par les mesures que nous avons d'ores et déjà décidées et qui bénéficient à la filière. Ici, il est rappelé de manière rapide, mais vous les connaissez. Le CICE, le pacte de responsabilité et de solidarité qui ont permis, depuis le 1er janvier dernier, à avoir au niveau d'un emploi au SMIC, 0 charge URSSAF. Je ne suis pas content, je trouve que c'est encore trop compliqué dans la présentation, parce que, sauf à ce que vous ayez des cas particuliers, mais quand on voit un bulletin URSSAF, il faut vraiment soi-même faire le calcul pour être sûr de ce que je suis en train de dire. Mais c'est la vérité. Donc on va s'arranger pour que ce soit présenté de manière plus lisible. Ça fait aussi partie de la simplification que vous évoquiez. Mais depuis le 1er janvier, un emploi au SMIC, il a 0 charge URSSAF. Donc ça, c'est un pied mis à l'étrier. Des moins qualifiés, des plus jeunes, des emplois qui sont nécessaires aussi à vos industries, parce que c'est un effort conséquent qui est fait dans le contexte de finances publiques qui est le nôtre par l'État pour pouvoir aller de l'avant. Cet effort, nous l'avons aussi fait à l'endroit des indépendants en améliorant précisément, en baissant drastiquement la cotisation maladie et la cotisation famille. Près de 700 € depuis le 1er janvier pour la seconde. C'est aussi un geste pour accompagner là, les indépendants, et en particulier ceux du secteur. Alors, ça n'enlève pas les difficultés structurelles qui sont les vôtres, ça ne corrige pas des éléments qui peuvent exister, en particulier dans les emplois un peu plus qualifiés, qui sont moins touchés par ces mesures, mais c'est un des éléments du dispositif essentiel que nous continuons à suivre avec beaucoup de vigilance, avec en particulier Michel Sapin, Christian Eckert et Carole Delga, pour que cette transition puisse continuer à se faire. La deuxième barrière que vous levez et que nous devons collectivement lever pour aller plus loin, c'est celle qui existe entre l'industrie et les services. Et le rassemblement des métiers que vous constituez là en est la parfaite illustration. J'essaie de me battre depuis un peu plus de 6 mois. Il n'y aurait pas une politique qui est pour l'industrie et une politique qui est pour les services. Parce que sinon, on peut s'amuser à ça, mais on fera l'industrie des années 60. C'est l'exemple que je venais de donner il y a quelques instants, qui est au cœur même de votre filière. Parce qu'aujourd'hui, on ne propose plus, on ne produit plus complètement des objets qui sont en quelque sorte des matières mortes prêtes à l'usage. La chaîne de production mondiale s'est éminemment complexifiée, mondialisée. C'est pour ça que je suis toujours très prudent pour ma part avec cette formule du Made in France, parce qu'on a énormément de mal à tout rapatrier en France. Mais il faut que la valeur ajoutée, les éléments stratégiques de la production soient en France. Mais ça suppose d'intégrer les métiers qui sont aussi des métiers de service qui sont dans la chaîne de valeur, la logistique, le logiciel, un ensemble de métiers qui font la valeur ajoutée d'un produit, qui sont du service embarqué. Mais c'est prendre en compte, et vos métiers en sont aussi souvent la parfaite illustration, le fait qu'une fois qu'un objet est produit, il a encore du service associé. On parle souvent du véhicule Tesla. Il y a en effet beaucoup d'innovations technologiques sur le mode de motorisation haute. Mais la grande innovation, c'est le service qui est attaché. C'est l'ensemble des services embarqués, liés précisément au logiciel. C'est ça qui a transformé le véhicule. Je le disais pour le véhicule autonome. Vous le voyez bien dans les nouveaux modes d'utilisation du véhicule. On va de plus en plus vers des transformations de l'usage. On veut du temps de véhicule. Demain, on achètera plus du temps de véhicule qu'une voiture. Et donc, on achètera des services associés en termes d'approvisionnement, d'organisation, justement, des véhicules, d'accès à la donnée publique, d'accompagnement. Et donc, oui, il y a du service de haute comme de faible valeur ajoutée, parce qu'il n'y a pas de petits emplois qui accompagnent ce secteur. C'est déjà le cas aujourd'hui, ce sera encore plus le cas demain. Et donc, opposer l'industrie et les services, c'est une erreur conceptuelle majeure. C'est en quelque sorte construire toutes les conditions pour l'échec. Et donc, cet obstacle, cette barrière que vous levez, à travers votre organisation même, c'est notre mission collective, mais je pense que votre filière est emblématique et vos métiers sont particulièrement emblématiques à ce sujet. Il faut imbriquer les services et la production industrielle, et il faut accélérer dans cette intégration. Et donc, je pense que l'organisation qui est la vôtre est véritablement l'ensemble des professions de l'automobile rassemblées comme vous l'êtes, c'est la clé pour que les échanges d'expériences et donc le meilleur fonctionnement entre ces différents maillons de la filière automobile puisse se faire de manière plus efficace.
que les usages puissent être mieux anticipés, comme je l'évoquais à l'instant pour la formation, pour que la valeur ajoutée, l'emploi, puisse être mieux captée et localisée en France. Enfin, la troisième barrière que vous contribuez à lever, c'est celle qui vous sépare les uns des autres. C'est pourquoi l'organisation de ce Conseil national est fondamentalement importante, Monsieur le Président, et j'avais eu l'occasion de le dire dans le comité de filière sur ce sujet. Vous rappeliez les chiffres, 110 000 entreprises de proximité, des entreprises présentes dans toute la France, dans tous les territoires, avec des emplois à très forte valeur ajoutée, avec des emplois moins qualifiés, qui sont précisément l'ensemble des métiers dont notre économie a besoin, parce qu'il y a une diversité formidable dans vos métiers, 21 métiers environ, qui sont les vôtres, et qui, de la distribution au service de l'automobile, du véhicule industriel, des cycles, aux motocycles, eh bien, constituent non pas une faiblesse, non pas une hétérogénéité irréconciliable, mais bien au contraire, des points de force, une cohérence qu'il faut mettre en avant, là aussi, pour faire des propositions, aller de l'avant, parce que la valeur ajoutée se construit ainsi, et avec quelques défis qui sont communs à tous vos métiers, et que je veux ici rappeler. Le premier défi, c'est celui de la digitalisation, de la numérisation de notre économie. Et je pense qu'il doit être anticipé, qu'il doit être accompagné. Nous avons plusieurs plans industriels, je suis en train de les regrouper en quelques familles de solutions. Et il y en aura une, précisément, sur la mobilité. Pourquoi? Parce qu'il y a des synergies à trouver entre ces différents plans. Il y a une place plus importante à donner aux PME, aux ETI dans ces plans industriels, qui ne doivent pas être juste capturés par quelques grands acteurs qu'on connaît bien. Et il y a une ambition à l'international à avoir sur ces solutions industrielles. Mais pour qu'on réussisse, il faut qu'on identifie les leviers de cette digitalisation, les bons investissements à faire et les transformations qu'elle implique sur la chaîne productive comme sur les usages de consommation. Et donc cette révolution, c'est à vous, avec nous, à la conduire, vous, dans votre capacité à anticiper, à le traduire concrètement dans vos métiers, et nous, dans notre capacité à le penser avec vous et à aider à l'investissement aux bons endroits. Nous ne ferons pas les investissements à votre place, ça n'a pas de sens. Mais comme ce sont des investissements de rupture souvent, qui parfois se font dans des métiers à faible marge, eh bien le rôle de la puissance publique, c'est à travers justement cette matrice à mes yeux, qui est l'usine du futur, et ces solutions industrielles de digitalisation accélérée de notre économie, eh bien de construire les leviers en mettant de l'argent public au bon endroit pour aider celles et ceux qui veulent investir à aller plus vite. C'est l'esprit, vous savez, du programme d'investissement d'avenir. Dans les 34 plans depuis septembre 2013, nous avons investi 1,5 milliard d'euros sur l'ensemble des plans. Ça a déclenché 3,5 milliards d'investissements. C'est cela qu'il faut accélérer et renforcer sur tous les niveaux d'acteurs. Et donc, déclencher l'investissement privé en matière de numérique, c'est aujourd'hui une priorité de vos secteurs que nous devons accompagner à la fois à travers nos programmes d'investissement d'avenir, à travers des mécanismes fiscaux adaptés auxquels nous réfléchissons, pour précisément accélérer cette transformation, parce que c'est créer plus de valeur ajoutée, être plus compétitif et gagner la bataille de demain qui est peut-être déjà celle d'aujourd'hui. Et nous avons en France raté, je le disais, dans les années 80-90, cette bataille de la robotisation, par peur du changement. Elle nous a coûté très cher en emploi. Et celles et ceux qui, à l'époque, disaient que le robot était l'ennemi de l'emploi, se sont lourdement trompés. Lourdement. Il suffit de se tourner de l'autre côté du Rhin et de l'autre côté des Alpes, pour voir des pays massivement plus robotisés que nous, qu'on m'explique si l'Allemagne a un taux de chômage supérieur au nôtre. Elle a, selon les secteurs industriels, 2 fois, 3 fois, 4 fois plus de robots dans ces industries, dans ces entreprises que nous n'en avons. Donc cette erreur, nous ne pouvons pas la reproduire, et elle passe par ces investissements, par le développement aussi du big data, du recours donc à ces éléments de gestion de données massives qui, dans le secteur de la mobilité, et donc en particulier de l'automobile, sont fondamentaux pour comprendre les usages, les accompagner, créer des nouveaux services qui permettront d'aller plus loin. Les objets connectés, la réalité augmentée, ce sont autant d'innovations de l'ensemble de notre économie productive qui ont une place fondamentale dans votre secteur. Et pour conduire cette transition, nous serons constamment en appui avec le Commissariat général à l'investissement, avec la Direction générale des entreprises et BPI France. Et là aussi, je suis très preneur du fruit de vos travaux, de votre réflexion du jour, mais plus largement de l'ensemble des réflexions de la profession, parce que
nous n'avons pas à le décider pour vous ou indépendamment de ce que vous vivez au quotidien. L'autre défi concerne la transition écologique et énergétique. Là aussi, c'est de l'investissement et nous vous accompagnons en cela, mais à quelques mois de la COP21 qui se tiendra à Paris en décembre, eh bien, on doit penser la mobilité autrement. Pour gagner en efficacité énergétique, pour gagner précisément cette nouvelle bataille d'une mobilité plus durable. C'est l'objectif de plusieurs des plans industriels que nous portons, qui ont conduit, là aussi, à investir plusieurs centaines de millions d'euros, qui ont permis, au-delà du 2 litres au 100 ou du véhicule autonome, d'aider à l'innovation dans ce secteur, qui, là aussi, je crois, a été un élément fondamental, en particulier des 18 derniers mois. Votre filière est exemplaire en la matière, et je veux ici réinsister, mais pour aller plus loin, nous pouvons collectivement avancer sur la pièce de réemploi pour demander un marché de pièces détachées moins cher, mais à qualité maîtrisée, pour en effet aller vers des innovations. Et je prends bien volontiers, Monsieur le Président, cette proposition d'un pacte de mobilité. C'est l'ensemble de ces innovations, de ces réorganisations que vous proposez, et plus largement, j'y vois une philosophie que nous partageons. Parce que ce défi qui est celui de vos professions, de vos métiers, c'est celui plus largement du pays. Nous devons revenir sur les citadelles protégées. Nous devons déverrouiller ce qui pouvait parfois apparaître comme une évidence. Et pour ce faire, vos idées sont essentielles. Sur la mobilité, j'ai essayé au maximum de déverrouiller les choses en ouvrant un secteur, celui des autocars, qui était fermé jusqu'ici en France. C'est une nouvelle forme de mobilité. Là aussi, il impliquera de nouveaux services, une nouvelle production, le réemploi de certaines ou certains qui sont dans des filières surcapacitaires, celle du fret routier, on le sait bien, aujourd'hui en France. Il permettra également de nouveaux services attachés. Il devra nous conduire à mieux organiser la multimodalité, ce qui est un défi fondamental sur lequel la France n'a pas été à la pointe jusqu'alors. De la même façon, penser le pacte de mobilité, c'est penser en effet l'accès à la mobilité pour les plus jeunes. Nous avons conduit une réforme du permis de conduire. Elle est sans doute imparfaite. Elle est imparfaite parce que jusqu'à il y a quelques mois, elle était bloquée par tout le monde. Parce que du côté de la sphère publique comme de la sphère privée, tout le monde avait trouvé son intérêt. Les seuls qui n'y avaient pas trouvé leurs intérêts, c'était les Français, en particulier les plus jeunes. Et ce n'est pas la faute de l'un ou de l'autre. C'est la faute d'un système d'équilibre qui, comme ça, à un moment, vous voyez, se sédimente. Et donc, on a mis un coup dans la fourmilière, d'abord en décoinçant l'examen, qui est fondamentalement la cause des attentes et donc du coût, en ouvrant aussi le secteur. Il y a sans doute des choses à améliorer. Moi, je suis très preneur de vos propositions. Je serai toujours contre celles et ceux qui ne veulent pas la réforme parce qu'ils ne veulent pas bouger. Mais je serai toujours à l'écoute de celles et ceux qui veulent améliorer la réforme parce qu'ils connaissent le métier, parce qu'ils connaissent les intérêts. Et donc cette réforme de la mobilité, je la ferai avec un souci et une exigence de la pleine sécurité, mais avec aussi cette volonté d'aller plus vite, que cela coûte moins cher pour les plus jeunes et que l'accès soit rapide. Parce que pour un jeune, attendre parfois 200 jours pour repasser le permis et donc multiplier les heures, c'est des emplois ratés, des opportunités qui ne lui sont pas offertes. Et donc, c'est notre responsabilité de trouver la bonne solution. Et donc là-dessus, si vous avez aussi, dans le cadre de ce pacte de mobilité, des propositions concrètes pour ce projet de loi en cours, je suis très preneur de ces dernières. Notre responsabilité, et je conclurai là-dessus, c'est le succès de la filière automobile. Parce que ce sont des emplois dans notre économie, sur tous les territoires, de l'amont à l'aval. C'est une tradition française. C'est une force française. Et c'est non seulement une force économique, mais une force imaginaire. C'était Pompidou qui avait dit « les Français aiment la bagnole ». Et je crois que ça reste très vrai. Et il y a un attachement à l'ensemble des métiers du secteur qui est très forte. Et donc, se battre pour que les métiers de l'automobile gardent leur excellence, que de nouveaux emplois se créent, qu'il y ait un avenir à cette filière, c'est à mes yeux non seulement un devoir économique, mais aussi un devoir politique, parce que ça fait partie de notre imaginaire collectif. Et il ne faut pas négliger ça dans la bataille économique et politique qui est la nôtre. Parce que vous savez, quand nos concitoyens voient des métiers qui disparaissent ou qui se fragilisent, il y a une forme de désespoir qui s'installe. Et je finirai là-dessus, en ce lendemain d'élection, c'est à mes yeux un élément clé que vous représentez, parce que vous êtes
un des leviers de cette réindustrialisation du pays. Et la reconquête culturelle, politique, économique du pays, elle passera par cette réindustrialisation. Parce que c'est comme ça qu'on recréera des emplois, qu'on recréera l'innovation de demain, que nous rétablirons notre place dans le cours du monde, non pas en nous protégeant des changements, c'est peine perdue, en les précédant, en étant les meilleurs, parce que nous avons été dans notre histoire les meilleurs dans ces changements, et nous avons notre place à jouer. Et donc, les métiers de l'automobile ont une place centrale dans cette bataille. C'est pourquoi vous pouvez compter sur moi et que je tenais à être là aujourd'hui, mais que moi je compte sur vous, sur vos idées, sur vos propositions pour les mettre en œuvre. Merci beaucoup à toutes et tous. Merci à toutes et tous.